nous avons la chance d'avoir deux chercheurs de l'Université autonome du Mexique. Donc, nous avons Heide Silva, donc responsable du projet Ludibot. Donc, elle dirige l'équipe de didactique de la langue et de la littérature à la faculté de philosophie et de lettres de l'Université autonome du Mexique. Elle est titulaire d'un doctorat en théorie littéraire et de divers diplômes en didactique, traduction en sciences du jeu. Et puis, elle vient de faire paraître son ouvrage Collectif Regard sur le jeu en didactique des langues et des cultures. Et puis, avec elle, elle est accompagnée d'Alberto Soria, qui est co-responsable du projet Ludibop également. Et puis, il est professeur au département de contrôle automatique du Centro de Investigación de Estudios au Mexique. Et ses recherches portent sur la biologie des systèmes, la robotique, les systèmes flous, le contrôle visuel et les robots mobiles interactifs. Bienvenue Joël et Biderman. Merci d'être ici. Nous souhaiterions vous présenter le bilan d'une expérience de recherche autour de comment on peut utiliser la robotique mobile en associant la robotique aux sciences du jeu et à la didactique des langues. Donc, l'idée n'est pas tant de vous présenter le prototype du robot, mais de faire le bilan de cette expérience de recherche qui a donc porté sur la robotique ludopédagogique. Donc, je vais faire très rapidement quelques antécédents de cette robotique ludopédagogique pour ensuite céder la parole à Alberto, co-responsable du projet, qui présentera un peu plus les aspects depuis la robotique de ce projet, et nous terminerons par un bilan partagé de cette expérience. Oui. Donc, les antécédents. Il faut dire que oui, j'ai déjà mis. Il faut dire que le carrefour que nous souhaitons explorer se situe là où vous voyez le tout petit astérisque blanc, parce que s'il y a énormément de développement relatif à la didactique des langues et le jeu, la didactique des langues et la robotique, le jeu, la robotique, la didactique des langues, les technologies ou la robotique, les développements qui se sont intéressés au croisement des trois domaines que sont le jeu, la didactique des langues et des cultures et la robotique sont encore relativement peu nombreux, surtout qui intègrent pleinement les trois disciplines au même titre de manière équilibrée. Et il faut dire aussi que le carrefour de ces trois disciplines est abordé depuis un contexte relativement inédit, parce que depuis une vingtaine d'années, nous voyons apparaître dans la didactique des langues et des cultures l'importance de la perspective actionnelle, qui donc, là où on avait déjà fait le passage de la langue à la communication, maintenant on prend en compte non seulement la communication, mais aussi l'action. Et dans cela, il faut intégrer aussi dans un contexte scolaire tout ce qui est l'importance donnée aujourd'hui aux compétences dites du XXIe siècle. Du côté des sciences du jeu, on assiste aussi depuis une dizaine d'années à une montée de la gamification, que nous préférons appeler ludicisation, et donc un développement de plus en plus vaste et visible de l'apprentissage basé sur le jeu. Et du côté des technologies de l'information et de la communication, on assiste aussi depuis une vingtaine d'années à la 4e révolution industrielle, caractérisée par l'intelligence artificielle, la robotisation et d'autres éléments qui font que les technologies de l'information et de la communication apportent de nouvelles fonctions, mais aussi de nouveaux défis en éducation. Donc, ce sont trois disciplines qui ne sont pas très couramment mises en contact, et trois disciplines qui font face à des nouveautés, à des changements de paradigme qu'il faut prendre en compte. Il existe déjà plusieurs robots, puisque justement c'est le thème d'aujourd'hui, qui sont utilisés dans des contextes éducatifs. Il y a les robots de téléprésence qu'il y a 3 ans, 4 ans étaient très, très novateurs, mais aujourd'hui, avec la pandémie, avec le développement de l'enseignement en ligne et hybride, sont devenus pratiquement, peut-être pas sous forme de robots, mais la question de la téléprésence est devenue quelque chose de très courant. Nous avons aussi beaucoup de développement
de robots destinés à un public autiste, dont les deux les plus visibles sont Milo et Luxai, qui permettent justement de travailler surtout avec des enfants, mais pas que avec des enfants qui ont cette condition. Mais nous avons aussi le développement de différents robots enseignants, notamment de la compagnie Software Robotics, qui a développé le célèbre robot Nao, qui, qui est multifonctionnel, Pepper, qui est celui que vous voyez à votre droite, et Elias, qui est la version de Nao, qui est professeur de langue et qui peut enseigner 23 langues différentes. Maintenant, si on cherche les vidéos de ce que font Nao, Pepper et Elias, notamment Elias, on voit que en fait le modèle d'enseignement tel qu'il apparaît dans les vidéos qui circulent, est un modèle quand même relativement comportementaliste. Il s'agit surtout de faire interagir le robot avec les élèves et le robot répète des phrases et fait répéter des phrases. Nous n'avons pas trouvé jusqu'à présent, en ce qui concerne l'enseignement des langues, une approche qui soit beaucoup plus authentique et surtout qui soit basée sur le jeu. Donc, c'est de là que naît l'intérêt de développer le projet Ludibo. Comme vous le voyez, il est basé sur 2 prototypes commerciaux et de façon délibérée, nous avons choisi de ne pas axer notre intérêt sur la dimension anthropomorphique du robot parce que d'une part, le budget est limité et d'autre part, nous voulons justement explorer d'autres façons d'introduire la robotique qui ne correspondent pas à une simulation de l'échange entre le robot et l'humain, comme si le robot était un humain, donc anthropomorphe, mais justement explorer d'autres manières de travailler avec la robotique en classe. Donc, ce projet a été soutenu par la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de l'UNAM et son objectif est et toujours, puisque le projet est officiellement terminé, mais nous allons continuer à y travailler, de développer un dispositif robotique mobile, la dimension mobile est importante, basé sur la reconnaissance gestuelle à visée ludo-éducative, donc la dimension de jeu, encourageant une interaction langagère ludique, interaction pas nécessairement robot-humain, mais on en parlera davantage plus tard, humain-humain, lors de l'apprentissage du français langue étrangère, pour commencer, en situation formelle, donc en situation de classe, ou informelle, par exemple en médiathèque ou en centre d'auto-accès. Nous sommes partis de l'idée qu'il fallait parier en faveur d'une vision complexe et évolutive, donc quelque chose qui ne paraît pas uniquement, par exemple, sur une vision comportementaliste de l'éducation, qui exploite vraiment les apports des sciences du jeu, qui essaye d'appliquer les postulats les plus récents de la didactique des langues et des cultures, et toujours avoir une notion critique de l'innovation, ne pas parier sur le robot juste parce que c'est un robot, mais essayer d'en explorer la spécificité et en fait de l'exploiter davantage. Un autre élément qui nous tient énormément à cœur, c'est la pluralité, plurilingue parce que nous sommes dans le domaine du français langue étrangère, mais il nous semble que les développements qui peuvent être réalisés peuvent correspondre à différentes langues, l'anglais bien sûr, mais d'autres langues et pourquoi pas les langues autochtones. Et le français ou les différentes langues à différentes visées. Par exemple, ici au Mexique, nous avons beaucoup d'immigrés en ce moment haïtiens qui ont besoin d'apprendre l'espagnol. Donc, pourquoi pas l'espagnol, langue seconde, langue d'intégration. Et il faut aussi essayer d'intégrer, à notre avis, une dimension pluriculturelle, bien sûr en développant le côté culturel, mais aussi en tenant compte des différentes traditions didactiques, parce qu'on n'enseigne pas historiquement l'anglais, le français, l'espagnol de la même manière. Donc, d'essayer d'intégrer ces différentes traditions que nous connaissons étant mexicains, enseignant le français langue étrangère dans mon cas, mais connaissant aussi l'enseignement des autres langues, et pluridisciplinaire, comme je l'ai dit, robotique mobile, sciences du jeu, didactique des langues. Il nous semble aussi qu'il est très, très important d'essayer d'articuler ce qui est vraiment l'enseignement dans la classe, mais aussi la recherche, en pariant sur la dimension collective. Essayer de tenir compte de ce dont ont besoin les professeurs, les apprenants et les chercheurs. Essayer aussi de partir des représentations des pratiques des utilisateurs, ici les apprenants et les enseignants,
en tenant compte de tout ce qui a été développé récemment quant aux littératies générales, numériques et ludiques. Donc, la littératie entendue comme la capacité à recevoir, à interpréter et à produire du sens par différents moyens, et en essayant de créer des passerelles entre les situations formelles d'apprentissage, donc dans la classe, et des situations informelles d'apprentissage. Donc, que vous ayez une idée plus claire de quoi il retourne, je vais désormais céder la parole au co-responsable du projet, Alberto Soria, qui va vous parler du robot lui-même. Je t'en prie, Alberto. Dans ton micro. Voilà. Et vous voyez mon écran? Oui, tout va bien. Nous pouvons vous attendre et voir. Je vais voir un peu différent. Bon, je vais présenter l'Udibo, en fait, les robots. Donc, je vais commencer par cette image. C'est une image du projet l'Udibo. Bon, c'est un projet avec l'UNAM et le CNESTAF. Et donc, ça, c'est les prototypes du Ludibo. En fait, il est basé sur 2 robots commerciaux. Le petit s'appelle Cosmo. Et donc, c'est un petit robot de la taille. C'est un petit robot qu'on peut tenir dans la main. Et le robot Lomo. En fait, le robot Lomo, c'est c'est un robot de Segway. Et donc, normalement, on peut monter là-dessus, on peut se déplacer sur le robot. Et donc, une des premières choses qu'on est confronté, c'est de faire l'interaction entre le robot et l'utilisateur. Et donc, on a fait ça, c'est le deuxième prototype. Et donc, dans le premier prototype, on a utilisé un ordinateur portable. Donc, on s'est rendu compte rapidement que l'écran, c'était trop petit. Et donc, c'est compliqué. Et donc, on a décidé pas vraiment de mettre un écran sur les robots pour qu'on puisse visualiser, mais d'utiliser un projecteur avec une connexion, avec un ordinateur portable pour pouvoir présenter l'interface. Et donc, ça, c'est le logiciel ou le programme qui fait l'interface. Et donc, ça, normalement, on utilise un logiciel qui permet l'afficher sur un projecteur dans la salle. Et donc, en fait, si vous voyez ici, à gauche, c'est la même image avec laquelle j'ai commencé. Donc, le logiciel, l'interface permet d'afficher des images. Et donc, on s'est basé sur les capteurs Kinect. Pourquoi on utilise Kinect? Parce que c'est un capteur conçu pour interagir avec les mains, essentiellement. Et donc, ça, c'est, disons, dans la première proposition, de faire l'interaction avec le robot, parce que l'autre façon de faire, bon, soit on le fait avec une souris, c'est compliqué, parce que sinon, on utilise autre chose, ou un clavier, ce n'est pas possible. Et donc, si ça va utiliser dans une salle de classe, c'est compliqué. Donc, on a décidé d'utiliser le capteur Kinect pour faire l'interaction. Et donc, ici, on voit à droite, c'est une animation de l'esquelette. Essentiellement, Kinect permet de capter le squelette du corps. Et donc, ça, c'est une animation où les petits points verts, c'est les articulations. C'est-à-dire, ça correspond à la main, ça, c'est le coude, ça, c'est l'épaule, et ici, c'est la tête. Et donc, dans notre interface, on a cette animation, c'est-à-dire si on bouge, l'animation bouge en même temps que la personne. Et donc, on a proposé de faire des gestes, ça veut dire qu'on peut faire des gestes avec les mains. Donc, ici, ça, c'est un exemple d'un geste qu'on met la main droite. Et donc, on peut la laisser ouverte ou fermée. Kinect permet de détecter quand la main s'est ouverte ou soit fermée. Et donc, on allume l'animation et ici, on affiche
les images des gestes qui peuvent être détectés par Kinect et par les logiciels. Et donc, ça, c'est les gestes détectables. Et ici, on voit les gestes qui couramment est détecté. Donc, on voit bien que c'est avec la manœuvre. Si on la ferme, on détecte l'autre geste qu'on l'appelle les fins communs. Et l'autre, c'est une commande cosmique. Et donc, pour pouvoir faire que le robot fasse des choses, en fait, on a proposé d'utiliser un modèle d'un automate fini pour pouvoir faire des comportements. Donc, ici, ce modèle-là, c'est un petit modèle qui permet de faire un geste, fermer la main, et après, si on met la main en avant, en arrière, le robot Cosmo, ça bouge. Et donc, c'est une connexion entre la main et le robot. Et donc, pour cela, on a défini des états. Et donc, chaque état a des gestes qu'on peut détecter. Et donc, c'est avec les gestes qu'on peut transiter d'un état à l'autre. Donc, par exemple, cette petite... et c'est avec Cosmo qu'on peut le bouger. Ces deux états, c'est-à-dire un état en allemand ouvert, c'est un veille. On le ferme et après, on peut le bouger. Si on l'ouvre, on passe à l'état en veille. Et donc, ça permet de faire différents comportements parce qu'en développant la première version, si on n'utilise pas un automate fini, c'est compliqué de coder. Et donc, avec ça, on a défini un petit langage pour pouvoir programmer les comportements du robot. Et donc, pour finir, bon, ça c'est un peu la structure de l'Audibo. C'est-à-dire, on a les différentes parties. On a ici, bon, cette première partie, c'est les robots Lomo. Ça, c'est, disons, la structure du logiciel. Et ça, c'est la partie qui correspond au robot Cosmo. Et donc, on voit bien qu'on a des différentes parties. On a des objets, on a des matériels, des ordinateurs, des programmes qu'on utilise et des programmations, des logiciels qu'il faut faire. Et donc, on a choisi plutôt de faire l'intégration parce que c'est compliqué, disons, dans un milieu de recherche, pouvoir arriver à des prototypes comme Lomo Cosmo parce que, bon, on n'a pas les ressources pour faire la conception. Et on a choisi ces robots parce que son apparence, c'est attractif comme robot. Et donc, pour faire des jeux avec, c'était une, disons, condition nécessaire. OK, bon, voilà, ça serait tout de ma part. Et donc, je passe la parole à Aïdé. Est-ce que tu peux arrêter le partage écran pour que je puisse partager à mon tour? OK, voilà. Donc, oui, merci. Pour faire brièvement le bilan de cette expérience, parce que comme vous l'aurez compris, il s'agit donc d'un développement qui n'est pas axé sur le développement d'un nouveau robot, mais à partir de robots existants, essayer de mettre l'accent sur les dimensions didactiques et pédagogiques. Et je cède très brièvement la parole à Alberto pour qu'il nous parle dans un instant des défis depuis la robotique, des points clés depuis la robotique. Je souhaiterais simplement signaler que notre projet a été fortement affecté par la pandémie, puisque beaucoup d'objectifs que nous souhaitions réaliser n'ont pas pu se réaliser, depuis l'achat du matériel jusqu'à la mise en place, par exemple, des tests dans les écoles. Il y a aussi, quand on n'est pas dans une structure qui travaille formellement sur ce type de projet, certaines lourdeurs administratives qui ont aussi retardé le travail, et notre dépendance de ces technologies qui étaient disponibles à des prix abordables, mais dans le cadre d'une recherche non commerciale, on n'a pas toujours les moyens qu'il faut. Alberto, est-ce que tu pourrais parler brièvement des enjeux, de défis qu'a pu poser le projet depuis la robotique? Oui, peut-être les défis les plus importants, c'est l'interaction avec le robot. C'est-à-dire, on a les outils qu'on a. Il y a des développements et peut-être celle qu'on a choisi d'utiliser, c'est basé sur Kinect.
Mais ce n'est pas idéal parce que Kinect s'était développé pour être quelque chose de fixe. Et donc, dès qu'on commence à bouger, le Kinect doit être fixe. Il ne marche pas très bien. Donc, peut-être que ça, c'est le défi le plus important. Pourquoi? Parce que la partie ou les problèmes en soi de robotique, ils ne sont pas très compliqués. Pouvoir localiser ou faire naviguer le robot, ce n'est pas vraiment un problème. C'est surtout, en fait, et je pense qu'on va continuer surtout à travailler ces points-là, ça veut dire de voir d'autres solutions pour faire des gestes parce que les ressources associées à Kinect, ils se sont pour détecter les gestes, c'est difficile à pouvoir détecter des gestes plus évolués que des simples gestes. Donc, c'est là, je pense qu'il faut, au moins pour ce projet, mettre l'accent et résoudre ce problème technique, que ça c'est un des problèmes qu'on s'est rendu compte et que ce n'est pas facile de trouver des solutions qui marchent fiablement. Merci, Alberto. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, je voudrais juste terminer en parlant des points forts. Vous voyez mon écran avec les diapositives? Oui, merci. Oui. Donc, il nous semble, à la suite de cette approche, on aurait aimé avoir le temps de vous présenter, par exemple, le type de jeu qu'on a développé. Mais en tout cas, nous souhaitons garder la dimension plurielle, aussi bien par rapport à la critique des paradigmes de la robotique qui sont aujourd'hui dominants, un peu comportementalistes à notre avis, et le fait de la dimension francophone et plurilingue, parce qu'un grand nombre des recherches actuellement effectuées se développent surtout en anglais. Et nous continuons à penser que le choix de la simplicité est très important, parce qu'il faut que ce soit quelque chose d'accessible, parce que cela devrait permettre aussi de changer la relation des enseignants et des apprenants avec le robot, comme je vais le dire dans un instant. Et finalement, continuer à prendre en compte le continuum qui peut exister entre une situation d'apprentissage formel et les différentes situations d'apprentissage informel qui peuvent s'offrir aux apprenants. Maintenant, quant aux pistes, nous avons deux grandes voies, deux grands éléments sur lesquels nous souhaitons travailler. Approfondir la réflexion sur la notion d'interaction. Nous nous sommes rendus compte qu'en fait, la notion d'interaction est au cœur des réflexions aussi bien en robotique qu'en sciences du jeu, qu'en didactique, mais la notion d'interaction est différente dans ces disciplines. Donc, il faut essayer de trouver les éléments qui peuvent coïncider et résoudre aussi les éventuelles contradictions. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me semble très important de faire du robot quelque chose qui va permettre d'augmenter l'interaction humain-humain et pas remplacer l'interaction humain-humain. Il nous faut évidemment renforcer la coopération pluridisciplinaire et interinstitutionnelle pour pouvoir travailler avec des personnes qui ont déjà résolu certains des problèmes que nous avons dû affronter et essayer surtout aussi d'exploiter la spécificité de la robotique mobile parce que aujourd'hui on a par exemple les assistants intelligents qui peuvent permettre par exemple de parler avec les apprenants, etc. Donc il faut la dimension mobile nous semble très importante parce qu'elle permet d'engager non seulement l'intellect et la parole, mais aussi le corps, la gestuelle, la posture et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer de trouver des dispositifs, des propositions de robotique qui engagent aussi dans la programmation les enseignants et les apprenants. Parce qu'en général, les robots développés sont des choses qui viennent de l'extérieur et qui ont déjà été conçues avec des contenus, avec des objectifs, etc. Nous, ce qu'on aimerait, c'est à partir d'un choix de dispositifs accessibles et donc simples, que cela permette de faire de la robotique non pas quelque chose qui arrive de l'extérieur, mais quelque chose qui va à l'intérieur de la classe, faire l'objet d'une réflexion et d'une action collective engagée par les enseignants et les apprenants. Donc, pour conclure, je pense que, bien sûr, dans notre projet, il faut qu'on termine les tâches en attente qui n'ont pas pu être réalisées à cause de la pandémie, le pilotage en situation réelle et aussi les explorations des pratiques et des représentations par rapport à la robotique en général, la robotique mobile, la robotique anthropomorphe, etc. Il nous faut programmer de nouveaux jeux. On pourrait vous parler par la suite des jeux qu'on a développés.
Et nous commençons à explorer aussi le lien possible avec les différents types de réalités qui commencent à se développer, la réalité augmentée, la réalité mixte, la réalité virtuelle, parce que nous pensons que là, il y a des choses intéressantes à faire par rapport à la dimension corporelle et géolocalisée mobile. Et bien entendu, rechercher de nouveaux partenariats qui nous permettront d'aller plus loin dans cette réflexion. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Voici nos adresses et nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup, Heidi, Alberto. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez poser, vous pouvez activer vos micros et poser une question. Je pense que nous avons du temps pour une question. Mais sinon, nous pouvons revenir dans la salle parce que c'est environ 18h05 que c'est sûr que nous devons être là-bas. Voilà. Est-ce que vous avez quelqu'un? Joël? Non? Non, il semble que c'est tout bon. Alors, c'est parfait. Merci beaucoup aussi pour le timing. C'était magnifique. Oui, je partage le lien pour aller dans notre... Parfait. Oui. Et comme ça... Est-ce que par hasard, vous voyez maintenant mon écran? Oui. Oui, super. Alors voilà, maintenant, en fait, on va faire le lancement d'un concours. Donc, vous avez été inspiré par des enseignants, des chercheurs. Donc, avec nos partenaires de Movesia, on lance ce concours. Donc, c'est un concours qui est ouvert de aujourd'hui jusqu'au 20 septembre, donc ouvert à tout type d'enseignants, c'est-à-dire primaire, secondaire, du spécialisé. Et l'idée est très simple, c'est-à-dire vous pouvez faire une activité avec vos élèves, vous prenez une photo, vous nous envoyez cette photo à l'adresse info@roteco.ch et puis après, vous êtes inscrit au concours et vous avez des chouettes prix. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste les liens de ce concours dans le chat. Hop là, comme ça. Donc, c'est un concours en 3 langues, allemand, français et italien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, vous avez tout à gagner, rien à perdre. Par contre, pour les photos, il faut juste faire attention, si vous prenez des photos de vos élèves, d'avoir les autorisations, évidemment, qui vont avec. L'autre annonce qu'on peut déjà vous faire aussi, c'est est-ce que vous pouvez save the date, donc mettre dans vos agendas le prochain événement, After Work, donc qui sera le 22 septembre, d'accord? Donc, on prépare déjà à fêter la rentrée scolaire 2022-2023 à la même heure, 17h, 18h. Et puis, ça sera en fait, on va vous présenter un projet d'une escape game digitale, d'accord, que l'Espace des Inventions est en train de développer. Donc, ils font 2 versions. Une version grand public, mais une version, on va dire, scolaire avec des activités scolaires, d'accord? Donc, on profitera de cet événement pour vous parler de cette escape game. Je vais aussi partager, du coup, dans le chat aussi les liens, comme ça vous pouvez déjà aller vous inscrire. Les inscriptions sont ouvertes, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vais continuer dans les annonces. Donnez-moi un petit instant. Là, je quitte cet écran pour aller directement sur Roteco. Est-ce que vous voyez à nouveau mon écran avec le webinaire Timio débranché ou pas? Oui. Oui, super. C'est juste parce que j'ai changé de… Alors, juste petite annonce. Donc, nos partenaires de Movesia nous ont demandé de faire la communication. Demain, il y a un webinaire sur des activités débranchées avec le Timio. Donc, ça sera à 16h, heure suisse. C'est en ligne, c'est gratuit. Je vous mets dans le chat aussi, du coup, le lien. Donnez-moi un petit instant, je mets dans le chat le lien. Oups, je me suis trompée, excusez-moi, ce n'est pas ça le lien. Attendez, je recopie, je recolle. Voilà, top. Deuxième annonce que j'ai à faire, donc on vous avait déjà dit, mais on a le Open Education Day à l'HEP Berne, d'accord? C'est un événement bilingue français-allemand. Ils ont prolongé les inscriptions jusqu'au 10 mai, mais allez vous inscrire, c'est gratuit.
d'accord? Je vous mets aussi. Et puis, nous, on aura un atelier justement pour présenter des ressources que l'Espace des Inventions et R2T2 ont fait. Et ils ont mené en fait des ateliers dans des classes vaudoises. Et puis, on va vous présenter les ressources qui maintenant sont disponibles aussi sur Oteco. On aura aussi un autre webinaire au mois de juin sur Clignot pour l'éducation spécialisée. Donc, je vous mets le lien. On a plein d'annonces aujourd'hui. Hein. Dans le chat, ça sera le 8 juin de 16h à 17h. Je vous bombarde d'informations, mais je profite. Je fais aussi de la publicité pour le 2e congrès suisse de pédagogie spécialisée qui aura lieu du 6 au 7 septembre. Là, on aura aussi un atelier, d'accord, de comment peut-on adapter des animations en robotique. On va faire des tests, on va essayer parce qu'on voudrait proposer justement pour la rentrée certains ateliers, les adapter. Et on a besoin de vous pour avoir peut-être des feedbacks. Donc, il ne faut pas hésiter. Je vous mets aussi le lien dans le chat. Et puis, la dernière annonce, donc, est-ce que Melissa est ici? Melissa, are you here by any chance? No? I think he's coming. OK, she's coming. We Donc, je were commence en 5 français. minutes late. Don't worry, Miriano. I was doing the announcement. Cette annonce, donc, je la fais en français, mais je voulais qu'elle la fasse aussi en anglais parce qu'en fait, ça va être un événement international, d'accord, qui aura lieu à Genève, donc une compétition pour les jeunes du secondaire du 13 au 16 octobre. Et, sorry, someone want to talk? Yeah, it was me, Sophia, sorry, but Melissa is there now. Ah, perfect. Thank you so much, yes. Evgenia. Melissa, I was doing the announcement of the first Global Challenge 2022. Je fais juste en français, après je laisse Melissa faire en anglais. Et du coup, elle aura lieu du 13 au 16 octobre. Ils sont à la recherche de volontaires, de bénévoles qui veulent venir aider ces jeunes du secondaire, voire du tertiaire pour cette compétition. Il y aura des élèves du monde entier, dont une équipe suisse. Donc, on ira les soutenir.